2. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être venus, bienvenue à ces Utopiales 2013 pour cette première conférence de cette édition. Et pour cette première conférence, on va parler de la place de la nature dans l'œuvre de Jules Verne. J'ai un petit peu d'écho, mais tout va bien. Donc voilà, on va donc parler de la nature dans l'œuvre de Jules Verne et se demander un petit peu quelle est la place de cette nature. Vous savez que Jules Verne est très important pour Nantes. Et autour de cette table ronde, nous avons 3 intervenants et intervenantes. Je vais commencer par Daniel. Daniel Martinigol est une auteure jeunesse, une auteure adulte également. On va citer quelques ouvrages, Cantoria, Sens interdit, Les oubliés de Vulcain, ou bien encore Les abîmes d'outre-mer. Et puis elle a dirigé une anthologie qui s'appelle 15 voyages de Jules Verne. On va pouvoir en discuter avec elle. Juste à ses côtés, Vincent Calbeau, qui est architecte, à qui on doit cette magnifique affiche qui est au-dessus, qui donc est architecte et qui a eu plusieurs prix, mais on va peut-être en discuter. Prix pour l'unicité aquatique, totalement en autarcie. Il y a aussi l'Agora Garden, j'ai noté un gratte-ciel éco-durable. Donc voilà, les thématiques écologiques et technologie, écologie, nature, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir aussi discuter. Et puis à ses côtés, Jean-Yves Pommier, expert en aménagement du territoire, mais qui a aussi rédigé Jules Verne, voyageur extraordinaire, une géographie de Jules Verne un petit peu, et qui vous dirigez la revue Planète Jules Verne. Il faut peut-être la montrer. Voilà, superbe revue, où il va nous donner un petit peu plus d'explications. On va peut-être commencer d'abord par Jules Verne. Daniel, quand tu as fait les 15 voyages de Jules Verne dans l'anthologie, quelle était la place de la nature dans ces récits ? Cette anthologie, en fait, elle est destinée à des élèves qui ont environ 13 ou 14 ans, puisque le but de cette anthologie, c'était de faire découvrir Jules Verne à des collégiens et d'essayer d'avoir un diaporama le plus complet possible, en fait, de ce qu'il a écrit, avec uniquement des extraits, parce que le but, c'est, après avoir lu éventuellement un extrait qui leur plaisait, de les inciter à aller au roman dans sa globalité. Donc j'ai envisagé de construire une anthologie suivant un voyage. C'est 15 romans, donc 15 extraits, de nombreux extraits de 15 romans, c'est dans ce sens-là qu'il faut le dire. Et puis, pour que mes jeunes lecteurs puissent se repérer un petit peu facilement dans l'anthologie, je l'ai construite suivant un voyage, le tour du monde, le pôle Nord, le pôle Sud, l'Amérique, l'Asie, et puis ensuite partir évidemment jusqu'à la Lune, revenir, descendre un petit peu quand même au centre de la Terre, hein, c'est difficile d'y échapper, et puis terminer avec le point d'arrivée qui est en même temps le point de départ, c'est-à-dire j'ai fait partir toute l'anthologie de Paris. On part de Paris, on revient à Paris. Et c'était dans le but d'avoir un exemple, un plan, un exemple concret des choses dans l'anthologie pour que mes jeunes lecteurs ne se perdent pas trop. Et en fait, on découvre la nature chez Jules Verne au fur et à mesure de l'avancée dans l'anthologie, parce qu'à chaque étape, c'est-à-dire à chacun de ces grands romans de Jules Verne, on retrouve de toute façon inévitablement des aspects de la nature très différents les uns des autres, hein, depuis les déserts, en passant par les forêts, jusqu'au fond des mers, et puis effectivement tout ce qui est aussi imaginé au centre de la Terre. Donc je pense qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de Jules Verne de la nature. De toute façon, elle est là, elle est omniprésente. Et puis, qui dit voyage, dit découverte de la nature. Hein, donc, Monsieur Pommier, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes d'accord? On ne peut pas séparer l'œuvre de Jules Verne et de la nature? Oui, bien sûr, je peux qu'être d'accord avec cette affirmation. Jules Verne a une œuvre tellement large et tellement universelle qu'il abordait à peu près tous les thèmes que l'humanité pouvait avoir et auxquels s'intéresser à son époque, puisqu'ils sont encore des thèmes d'aujourd'hui. Et sans doute, question de la nature, c'est vrai que c'est le terme qu'on utilisait de son temps. Aujourd'hui, on parle d'environnement et d'écologie. Ces termes-là n'existaient pas vraiment. Le mot écologie a été créé un peu à la même époque, en 1866, par un scientifique allemand, un naturaliste,
Haeckel, qui est à l'université de Iéna, et qui, reprenant un terme d'origine grecque, parlait de logos, le discours, et oikos, la maison, l'habitat, donc tout ce qui concerne le lien entre cette activité et ce qu'il y a autour. Mais Jules Verne, lui, effectivement, prend la nature pleinement, puisque son idée, c'est au fil de ses romans, ses voyages extraordinaires, de faire découvrir la Terre entière, donc tous les pays du monde, et surtout ceux qui étaient le moins connus, le plus loin de l'Europe. C'est pas la peine de voyager à côté de chez nous, on peut y aller, n'importe qui peut y aller, donc il allait très loin. Son premier roman, 5 semaines en ballon, c'est l'Afrique. Comme on connaissait pas bien le centre de l'Afrique, c'est à partir d'un ballon qu'on la découvre. Donc la nature est forcément importante pour les découvreurs, et chez lui, tantôt, c'est la nature qui fournit à l'homme les moyens d'avancer, de se développer, et tantôt, c'est la science qui rend l'homme tout puissant au point de vouloir dominer la nature. Donc il y a toujours un petit peu une chose et son contraire chez Jules Verne. Tantôt on utilise la nature parce qu'on en a besoin, et tantôt on veut la dominer au profit de ce que l'homme veut faire. Donc on va développer un petit peu ça. Mais c'est le thème central de cette revue que je viens de vous montrer, l'homme et son environnement. On l'avait choisi exprès en pensant Utopian, en pensant Nantes, capitale verte de l'Europe actuellement. Et c'est aussi un thème qui a été encore peu traité, l'environnement, l'écologie, par rapport à Jules Verne, et donc que l'on a un peu affiné, un peu poussé. L'année dernière, en fin d'année, aux rencontres de Jules Verne, j'avais fait une petite intervention en reprenant une phrase de Voyage au centre de la Terre qu'on vient de citer, et cette phrase, c'est « Qui l'emportera de l'homme et de la nature ?» Et Jules Verne donne une certaine réponse dans ce roman, mais donnera tout au fil de son œuvre des réponses diversifiées, parfois contradictoires, et il montre bien, c'est son époque qu'il reflète, mais son avis personnel, on pourra développer un petit peu. Il était contre la chasse, il n'aimait pas la chasse, il était pour la défense des éléphants en disant ils vont disparaître, des baleines, pareil. Enfin, donc il y a quelques phrases et sentences bien senties qu'on pourra éventuellement évoquer tout à l'heure. Daniel et M. Pommier, est-ce qu'on peut dire que Jules Verne et son œuvre est écologique ou écologiste? Est-ce qu'il y a ces préoccupations-là en fait qui dominent? Cette préoccupation-là domine très très forte. Oui, bon, je parlais de citation sur les baleines. Il dit, par exemple, dans Marius et les mers, l'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs fera disparaître un jour la dernière baleine de l'océan. On s'en rapproche. Et il disait, lorsque les mers seront dépeuplées de baleines et de phoques, alors encombrées de poulpes, de méduses, de calmars, elles deviendront de vastes foyers d'infection, puisque leurs flots ne posséderont plus ces vastes estomacs que Dieu avait chargés d'écumer la surface des mers. Donc, il faut dire, il y a un équilibre dans la nature, les choses se complètent les unes les autres, et donc il évoquait bien ça, puis pareil peut-être pour d'autres, il disait, ils ont assassiné le sol en parlant des fermiers ou de la forêt, et pareil pour les éléphants. Donc on voit bien cette préoccupation qui est très forte chez lui, même si certains de ses héros ont besoin de chasser pour se nourrir, ont besoin pour avancer, de dominer les forces de la nature, mais au final, il ressent aussi ce risque de maîtrise et de détournement, et finalement de domination de l'homme qui irait finalement à l'encontre d'un bon équilibre. Et il dit à propos dans le pays des fourrures, à propos de la chasse contre ces animaux à fourrure, il dit à la fin, la nature humaine est ainsi faite, et l'appât du gain entraînera toujours l'homme plus loin et plus vite que l'intérêt scientifique. Daniel, c'est des choses que tu as ressenties à la lecture? Oui, bien sûr, c'est frappant. Enfin, moi, il y a une image qui me reste, c'est dans Autour de la Lune, lorsque les 3 passagers du fameux obus lancé depuis la Floride voient la Terre, et que l'évocation justement de cette planète fragile dont on ne voit qu'un petit croissant, ce qui est très, très joli, est là, pas très loin, si loin en même temps pour les héros, et que toute sa beauté, toute sa fragilité frappe les 3 passagers, et puis frappe le lecteur aussi de la même façon, quoi. On est habitué maintenant à voir des images comme ça. C'est ça qu'il faut replacer dans le contexte. C'est que cette vision de la Terre que Jules Verne évoque, nous maintenant on la voit avec des images, avec des films, etc. Mais à l'époque c'était purement projection imaginaire, et c'est superbe. Ça donne justement cette conscience écologique planétaire, je pense, à des jeunes lecteurs. C'était le but qu'ils recherchaient aussi, hein,
d'attirer l'attention et sur la fragilité de certaines choses, comme l'a dit M. Pommier. Vincent Calbeau, on va vous donner la parole. Peut-être un premier sentiment sur vous et Jules Verne. Est-ce que ça a compté ou pas du tout en tant que lecteur et dans votre parcours? Oui, donc moi forcément j'ai été fort inspiré par l'œuvre de Jules Verne et surtout par la façon dont il narrait ses histoires. Moi je considère que c'est vraiment l'un des précurseurs de l'écologie contemporaine, parce que comme on vient de l'expliquer, ça a été le premier à magnifier la nature, aussi bien dans sa beauté que dans sa violence. Ça a été le premier à raconter une nature respectée, une nature qui elle-même devient le personnage principal de ce roman, et une nature qui est elle-même architecte, c'est-à-dire une nature qui construit des façades de fjords monumentaux splendides, qui construit des voûtes arborescentes dans les forêts amazoniennes. Et aujourd'hui, 150 ans après les premiers voyages extraordinaires, c'est intéressant de voir comme on est passé en un cycle et demi d'une nature respectée qui était renouvelable à une nature aujourd'hui bafouée et à cette prise de conscience écologique que l'on a eue depuis plusieurs années. Vous avez dit un mot, vous avez dit inspiré. Globalement, dans votre travail, quelle est la trace de Jules Verne? En fait, la trace, l'empreinte de Jules Verne sur mon travail, c'est la liaison entre comment on peut allier le progrès technique avec le respect de l'environnement. C'est toute la question qui est posée aujourd'hui aux constructeurs de la ville et des bâtiments intelligents. C'est de se dire, est-ce qu'il est possible, par les biotechnologies et les technologies de l'information et de la communication, de allier développement économique et respect de la planète, respect de l'environnement. Et je pense que c'est justement par toujours cette anticipation que faisait Jules Verne en dressant des ponts entre la recherche fondamentale de l'époque et la recherche appliquée en industrie. Il essayait d'imaginer tous les futurs possibles à partir de techniques existantes, et c'est exactement la démarche que j'applique à mon travail. On va revenir un petit peu sur ces notions qui sont très importantes, mais avant je voulais poser une question à Jean-Yves Pommier. On parle de précurseur. Par rapport à son époque, quand on dit Jules Verne un petit peu écologiste ou tout du moins soucieux de la nature, il était à part, il était minoritaire, il était vraiment précurseur. Mais il est précurseur en ce sens que lui, il fait le lien entre la nature et le monde réel qui l'environne, et le monde tel qu'il est en devenir. La nature, on la trouve chez les romantiques aussi, donc d'une autre façon, magnifiée, très belle, mais ce n'est pas la même approche. Jules Verne est le premier, sans doute, à montrer la vie telle qu'elle est, et il montre des sociétés, au travers de ces histoires, qui vivent dans un cadre et qui essaient de construire, de découvrir et d'adapter à ce cadre des techniques nouvelles qui sont en gestation. Il n'invente pas grand-chose en fait, mais il met en situation, il donne vie aux sous-marins, il donne vie à ce qui deviendra l'avion ou l'hélicoptère, il donne vie à plein de machines extraordinaires. Et donc il confronte finalement cette évolution du progrès technique et scientifique avec la Terre telle qu'elle est, et donc avec la nature, et en même temps il achève la découverte de la Terre qui était, disons, réalisée à 90% à son époque. Il restait encore le cœur de l'Afrique, quelques zones des pôles qui restaient encore à découvrir. Donc voilà un petit peu cet apport original. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est le cas de le dire, c'est qu'aujourd'hui on relit encore avec plaisir Jules Verne, et que même si un certain nombre d'éléments ont daté, puisqu'il écrit par rapport à sa situation de deuxième partie du XIXe siècle, mais on trouve encore à s'émerveiller et à découvrir des situations qu'on peut transposer assez facilement aujourd'hui. C'est ça et le résultat, c'est qu'il est aujourd'hui l'écrivain français le plus traduit dans le monde, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on compte tous les grands écrivains qu'on peut avoir. Eh bien, c'est toujours Jules Verne le plus traduit.